La question est de savoir si on intervient uniquement avec une visée uniquement à court terme militaire qui peut renforcer le régime. La question est de savoir quels sont les objectifs de cette opération, quel type d'opération, comment la monter, quand, etc. Et je crois que c'est ça certainement l'objet des discussions entre les Américains et les Israéliens. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Tobman. Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Journaliste, écrivain, spécialiste du dossier iranien. Avec vous, bien entendu, en cette journée de Pourim, on ne pouvait pas ne pas parler de l'Iran, en tout cas la réincarnation moderne de la Perse antique, avec, on va dire, peut-être toujours le même type de dessin SEIEN envers le peuple juif, celui de la destruction du peuple juif à travers l'arme nucléaire. Et ce matin, on a un peu du mal à y voir clair. D'un côté, on a l'impression que du côté des Américains, on veut tempérer Israël, empêcher Israël de se lancer dans une opération militaire, mais de notre côté, la Maison-Blanche a publié un communiqué sur d'étroites consultations entre les conseillers à la sécurité nationale américains et israéliens. Ça s'est passé ces derniers jours à la Maison-Blanche entre Tzachi Hanegbi et Jack Sullivan, avec le ministre des Renseignements Ron Dermer. Y a-t-il une coordination entre les deux pays? Que veulent les Américains? Alors écoutez, si on regarde au-delà des péripéties, au jour le jour, heure par heure, etc., et si on met les choses en perspective, ce qui est nouveau par rapport à la discussion qu'on aurait pu avoir il y a 1 an ou il y a même encore 6 mois, c'est la convergence profonde, réelle, entre Israël, les États-Unis et je dirais même certains Européens, comme Emmanuel Macron, sur le dossier iranien. Et ça, c'est nouveau, puisqu'il y avait une divergence profonde, stratégique, complète, entre Israël et les États-Unis, et même, je dirais même le reste du monde, à l'époque de la signature du JCPOA, de l'accord sur le nucléaire iranien, qui n'était pas un accord avec les Américains, mais qui était un accord avec l'ensemble des puissances occidentales et la Chine et la Russie. Souvenez-vous que Benjamin Netanyahou était allé jusque devant le Congrès américain pour défier Barack Obama avant la signature de cet accord. Donc on est dans une situation différente où il n'y a plus de négociations entre les Européens, entre la communauté internationale et l'Iran sur la question du nucléaire. Les négociations n'existent plus, la voie de la négociation n'existe plus. D'autre part, Israël a mis sur la table depuis longtemps la voie d'une opération militaire et les États-Unis, eux, pour l'instant, essayent en fait sont sortis de la voie des négociations, mais ne sont pas encore acquis à une option militaire immédiate. Donc la question, c'est de savoir si assez rapidement, parce qu'il y a une course contre la montre avec la bombe iranienne, puisque on le sait, les centrifugeuses maintenant produisent de l'uranium enrichi à 83%, même si c'est en faible quantité. Il y a une course contre la montre entre le processus de fabrication de la bombe, l'accès à la bombe atomique, et d'autre part la capacité des Israéliens, des Américains, des Européens, de monter une coalition. Une coalition, c'est pas pour faire la guerre immédiatement, mais c'est d'une part pour mettre sur la table des sanctions plus fortes, plus crédibles, et une menace militaire crédible. Parce que avant de faire la guerre, on peut menacer de faire la guerre. Vous connaissez le fameux proverbe latin, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et donc la question, c'est de savoir si Américains et Israéliens, et qui sont les deux principaux acteurs dans ce dossier, vont arriver rapidement à se mettre d'accord sur une stratégie, sur des étapes, et qui ne repoussent pas, je dirais, aux calendes grecques ou aux calendes perses, la solution du problème. Quand vous dites se mettre d'accord, ça veut dire sur quel type d'accord on peut envisager, quel type d'accord on peut supposer qu'il puisse se concrétiser? Écoutez, ce qui est clair, c'est que les Américains ne souhaitent pas que les Israéliens interviennent aujourd'hui de manière précipitée, sans avoir réfléchi à la suite, dans un contexte où les Américains et les Européens sont aujourd'hui engagés chaque jour de plus en plus dans la guerre en Ukraine contre la Russie, et donc contre la Russie et contre l'Iran. Donc la question, c'est de savoir si on peut élaborer une stratégie globale, parce que faire des frappes sur le sol iranien, monter des opérations des opérations ciblées contre des acteurs importants du régime iranien, attaquer
des convois d'armes du Hezbollah ou des convois d'armes des gardiens de la révolution en Syrie ou au Liban, les Israéliens peuvent le faire tout seuls. Mais une opération décisive avec une stratégie derrière. Et quand je dis une stratégie derrière, ça veut dire aussi une stratégie politique. La question est de savoir si on va faire une opération militaire qui va renforcer le régime ou une opération militaire qui peut renverser le régime. Et aujourd'hui, les conditions sont réunies ou commencent à être réunies pour une alternative démocratique au régime d'Ebola. Je vais vous donner une information qui, peut-être vous la connaissez, mais dont on ne parle pas souvent. Aujourd'hui, des anciens dignitaires importants de la République islamique, aujourd'hui, ont rompu avec le régime et demandent et s'alignent sur les positions qui étaient celles traditionnellement de Reza Pahlavi, le fils du Shah, et des démocrates opposés au régime islamiste. Ces principales personnalités, c'est la fille de Rafsanjani. Rafsanjani, qui était le numéro 2 du régime pendant des décennies, de Moussavi. Moussavi, qui était le premier ministre de Khomeini. C'est l'ancien président Khatami. C'est tout ce courant qu'on disait réformateur historique, qui est aujourd'hui en liberté surveillée ou en prison, et qui n'a pas de capacité d'action, a rompu avec le régime et se prononce pour la séparation entre la religion et l'État. On a aujourd'hui, en Iran, dans les séminaires chiites de différentes villes saintes, on a aujourd'hui des jeunes mollahs qui prêchent pour un islam sécularisé, en disant que le régime théocratique est en train de tuer l'islam. Et d'ailleurs, les mosquées sont vidées. Donc la question est de savoir si on intervient uniquement, avec une visée uniquement à court terme, militaire, qui peut renforcer le régime. Par exemple, si on tue des civils, ça renforce le régime. Si on cible le quartier général des gardiens de la révolution ou des Bassidji, des forces de répression, qui sont haïs par une population qui aujourd'hui à 75% veut le renversement du régime, si on frappe des cibles politiques, peut-être plus que des cibles militaires, si on frappe, par exemple, ce n'est pas un secret que le guide Khamenei est haï par la population. Les jeunes femmes se sont fait tuer pendant des mois en criant Khamenei, mort au dictateur. Si par hasard un missile frappait le bureau du guide et si le guide disparaissait, cela ne créerait pas beaucoup d'émotions et beaucoup de chagrin dans la population et cela pourrait déstabiliser le régime. Donc la question est de savoir quels sont les objectifs de cette opération, quel type d'opération, comment la monter, quand, etc. Et je crois que c'est ça certainement l'objet des discussions entre les Américains et les Israéliens. Mais la discussion n'est plus celle qui existait auparavant, c'est est-ce qu'on va négocier, est-ce qu'on va trouver un accord sur le nucléaire avec ce régime, je dis avec cette équipe, pas avec une autre, mais avec cette équipe en place aujourd'hui en Iran. Comment expliquer les arrangements entre Grossi, le directeur de l'AIEA, et le régime iranien là de ces derniers jours? Bah écoutez, Grossi, c'est comment dire, c'est un technicien qui vient là, qui n'a pas de rôle politique et je vais vous dire tout ça, mais bon, je dirais qu'il est dans son rôle, mais c'est pas lui qui est à la Maison Blanche, c'est pas lui qui est à l'Élysée, c'est pas lui qui dirige les forces armées d'Israël. Hein. Mais tout ça, ce sont des clapotis qui n'ont pas de grande importance. Et quelque part, je crois que là, on peut pas tomber dans le piège du régime iranien. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui appuie sur l'accélérateur très très vite et qui brusquement appuie sur le frein. Alors on dit, c'est sympa, il a ralenti. Oui, il a ralenti, mais entre-temps, il a parcouru des dizaines de kilomètres à toute vitesse et il va réappuyer sur l'accélérateur. Donc là, ce sont des gages pour gagner du temps. Et les uns et les autres, on a intérêt à gagner du temps, je dirais. C'est-à-dire que les Iraniens, ils n'ont pas d'autre... Les Iraniens, ils gagnent du temps. Et chaque jour qui est gagné, c'est un jour qui est gagné vers la bombe. Hein. Bon, il n'y a pas d'ambiguïté à avoir là-dessus. Et du côté israélien, américain et européen, c'est aussi le temps de mettre en place une véritable stratégie de la part de partenaires qui n'étaient pas d'accord du tout il y a un an. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que Israël a cette option militaire sur la table, je dirais, depuis 15 ans. Mais les Américains l'excluaient totalement, ou c'était vraiment la 10e des priorités. Donc on a besoin d'un peu de temps. Hein. On a besoin d'un peu de temps et en même temps le temps est compté. Alors, je voudrais que vous nous expliquiez, vous nous éclaircissiez un dossier que l'on a du mal à comprendre, en tout cas vu de Jérusalem, peut-être aussi vu de Paris, quand on n'est pas impliqué véritablement dans ce dossier iranien, c'est celui des empoisonnements de ces centaines d'écolières lycéennes iraniennes. De quoi s'agit-il? Qui est responsable de cet empoisonnement?
Alors écoutez, si je le savais, je le savais avec certitude, je vous le dirais. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a plus de 1000 jeunes filles qui ont été empoisonnées. Alors, d'après les opposants disent que c'est une vengeance contre ces jeunes femmes, ces jeunes filles, ces écolières de 12, 13, 14 ans, qui ont été le fer de lance du mouvement qui est le plus important contre le régime islamique depuis longtemps et qui a ébranlé le régime. Alors, ça vient de qui? Est-ce que ça vient de fractions officielles du régime ou d'extrémistes? En tout cas, il y a quelque part une volonté de les affaiblir, de les humilier, de les empêcher d'aller à l'école. Il y a derrière tout ça, il y a la même idée qu'en Afghanistan, que les filles ne doivent pas étudier. Ce qui est une idée qui est nouvelle dans le régime islamique, puisque je dois rappeler que environ 60% des diplômés de l'université, de l'enseignement supérieur, sont des femmes. Hein, donc il n'y a pas de l'Iran, les femmes iraniennes ont bénéficié de la lancée qui avait été prise du temps du Shah, c'est-à-dire de cette égalité pour les femmes au niveau de l'accès à la culture et à l'éducation. Et donc il y a on veut les empêcher d'aller à l'école, on veut les empêcher de vivre, on veut surtout les intimider pour qu'elles ne descendent pas dans la rue, mais on risque de provoquer l'effet contraire, c'est-à-dire qu'on voit des appels aujourd'hui à manifester contre les empoisonnements. Et je voudrais vraiment souligner à quel point la société iranienne est aujourd'hui hostile à ce régime. Il y a des sondages qui disent que 75%, des sondages fiables, 75% des Iraniens aujourd'hui veulent un changement de régime et un régime démocratique et laïque. Reza Pahlavi, le fils du Shah, qui était en Europe récemment et qui a fait une tournée pour la première fois, il a été reçu par des personnalités politiques de haut rang. Il a été invité à la conférence sur la sécurité à Munich, alors qu'aucun représentant du régime n'a été invité. La popularité aujourd'hui de Reza Pahlavi en Iran, c'est quelque chose d'important. Et donc on est dans une phase de pause du mouvement social, puisque ils vont pas descendre éternellement dans la rue pour se faire assassiner, mais plutôt de maturation pour créer maintenant, avec tous les courants de l'opposition, une charte et un projet politique. Et c'est ce qui manquait ces derniers mois, ce qui manquait depuis plusieurs années, une figure qui puisse incarner un projet. Et ça aussi, c'est important, je pense, dans la stratégie qu'on doit avoir. C'est d'avoir une stratégie qui permette un renversement du régime à Téhéran. Et ça, je crois que c'est vraiment... Il y a deux éléments nouveaux. Il y a la guerre en Ukraine, et je dirais d'une certaine manière... c'est peut-être à Moscou que ça va jouer, ou c'est peut-être à Kiev, entre Kiev et Moscou que ça va jouer, parce que aujourd'hui on n'a plus cet accord, il n'y a plus d'accord possible au Conseil de sécurité, comme il y avait en 2015, et les Russes et poussent les Iraniens à la radicalisation. Pendant très longtemps, les Russes et les Chinois ont voté les sanctions contre l'Iran. Aujourd'hui, cette peur que les Russes avaient d'avoir à leur porte une république islamique, un grand pays islamique nucléarisé, est secondaire dans la fuite en avant de Poutine, que Poutine est prêt à tout. Et donc, il ne faut pas compter aujourd'hui sur le moindre consensus au Conseil de sécurité pour signer un accord de désarmement nucléaire de l'Iran. Donc, il y a tellement d'éléments qui ont changé. Hein, la polarisation entre États-Unis et Russie, l'Iran ayant fait et cause militairement, engagé militairement avec ses drones en Ukraine. Donc il y a l'axe Iran, Russie, Chine, et il y a un autre axe États-Unis, Occident, et qui tend la main à Israël et aux pays arabes du Golfe pour trouver une stratégie commune. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on la trouvera? On part de positions très différentes, très très différentes, avec des opinions publiques qui, en Europe, ne sont pas du tout sensibilisées à la question du danger iranien. Déjà, les opinions publiques ont du mal à suivre les gouvernements sur la solidarité avec le peuple ukrainien. Demain, on dit qu'on va faire la guerre à l'Iran, la plupart des gens vont pas comprendre. Donc, c'est très compliqué, mais je crois que ce sont vraiment les enjeux des prochaines semaines. Eh bien, Michel Topman, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Cette journée de Pourim sur ce qui se passe actuellement en Iran, comme on peut le voir, Bayami même, Bazman Azeh, comme on le dit en hébreu, c'est-à-dire aussi valable à l'époque qu'aujourd'hui, ce dossier. Attendez, je vous arrête, Daniel. En Iran, il y a ceux qui veulent exterminer les Juifs et il y a ceux qui veulent les sauver. Oui, toujours. il y a aussi ceux qui veulent les sauver, effectivement. Merci beaucoup, Michel, de nous avoir éclairé sur
sur le dossier du nucléaire iranien et de ce qui se passe à l'intérieur du territoire iranien. Merci d'avoir été avec nous. Chag Sameach, à bientôt. À bientôt.